Les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir à tous. Je profite de cette première conférence pour vous présenter les meilleurs vœux pour 2025 au nom de l'ensemble de l'équipe du CHRD. On est ravis d'accueillir Catherine Winton de Venden pour cette première conférence. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle est également membre du conseil scientifique du musée de l'immigration. Elle est spécialiste des migrations. Elle est déjà venue une fois au musée. Et on s'en souvient très bien dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Rêver d'un autre monde, qui était d'ailleurs consacrée au sujet des migrations. Là, cette année, on n'a pas choisi de faire une exposition sur le sujet, mais le musée est très attaché à cette thématique des migrations. Et on a choisi en fait de dédier un mois à travers une programmation culturelle à cette thématique. En fait, du coup, on ouvre avec cette conférence et ensuite, on aura 2 spectacles qui sont sur la thématique de la migration. Un premier spectacle un peu hybride où on mélangera de la danse, de la BD, du dessin et aussi du théâtre qui s'appelle Humain, la vallée de la Roya est un fleuve, qui est issu d'une BD que vous connaissez peut-être de Troups et Baudouin. Donc du coup, ce spectacle, il aura lieu le samedi 18 janvier, en présence des 2 auteurs qui ont rencontré des migrants dans cette vallée de la Roya. Et après, on aura un autre spectacle un peu plus tard, qui sera un spectacle de danse, le 30 janvier à 19h, d'une compagnie avec qui on travaille depuis longtemps, qui est la compagnie Stylistique. Et le spectacle s'appelle Human Flow, où on est vraiment également sur cette thématique. Mais pour commencer, avant d'avoir une approche, on va dire artistique, il nous fallait quand même un peu de connaissances scientifiques et une remise à niveau. Et donc du coup, voilà, une conférence vraiment sur les flux migratoires sur une longue période, finalement, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, c'est pas la première fois que je viens ici. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir dans ce lieu parce que soit je viens pour le musée, soit je viens pour rencontrer des collègues et chercheurs qui travaillent ou ont travaillé ici. Je vais commencer, puisque j'avais sur moi les clés USB, par quelques cartes pour essayer de situer ce contexte, d'abord dans une vision un peu globale, rapide, aujourd'hui, et après je vais revenir sur la période plus ancienne, notamment centrée sur depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est l'intitulé, qui est un de mes livres qui est sorti en 2022, où j'ai essayé de faire une sorte d'itinéraire de recherche, de mes propres recherches, pour essayer de m'intéresser non seulement à l'immigration, mais au regard qui était porté dans ces différentes périodes sur le phénomène migratoire. Alors tout d'abord, je reviens là-dessus parce que il y a énormément d'idées reçues, ce qu'on disait tout à l'heure en aparté sur le sujet. On les a vus fleurir pendant la campagne des présidentielles 2022, mais aussi pendant les législatives. En fait, beaucoup de ces idées reçues n'ont rien à voir avec la réalité. D'autre part, je reviendrai sur 2-3 chiffres, même si les chiffres ne sont pas uniquement quelque chose d'intangible, ils bougent beaucoup, mais ça permet de fixer quand même quelques éléments. Alors là, vous voyez une carte globale des migrations aujourd'hui, qui est celle de mon ancien atlas, puisque je suis en train de refaire un nouvel atlas qui va sortir en 2025. Je suis plongée dedans en ce moment. Et ce qu'on voit, c'est que le monde entier est concerné par les migrations. Il y a très peu de régions du monde qui ne sont pas affectées par cette entrée en mobilité du monde qui a commencé à se généraliser, surtout après la chute du rideau de fer, après les années 90. Il y a des quantités de régions du monde, dont l'URSS, dont la Chine, dont les démocraties populaires et quelques autres, et puis les pays du Sud qui ont commencé à délivrer des passeports d'où on a pu sortir de chez soi. On a eu le droit de sortie, mais très difficilement le droit d'entrée, puisque dans la même période des années 90 se construit la politique de sécurisation des frontières. Donc on peut sortir, on peut difficilement entrer, alors que dans le passé, c'était l'inverse. On pouvait assez facilement entrer quelque part, notamment si on était réfugié de pays communistes ou même de dictatures d'extrême droite, etc. On pouvait
On était relativement bien accueillis. Il faut se souvenir des Chiliens, il faut se souvenir d'un certain nombre d'autres réfugiés de ces années. Mais en revanche, et puis surtout, on avait besoin de main-d'œuvre et de peuplement dans certains pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie. Donc celui qui arrivait était, avec des bémols, mais assez bien accueilli. En revanche, il pouvait difficilement sortir de chez lui parce que beaucoup de pays autoritaires limitaient les possibilités de sortie. Et notamment, c'était le cas, bien sûr, de l'ex-URSS. On sortait quasiment pas, sauf quelques élites ou quelques indésirables, si j'ose dire. Mais c'était le cas des démocraties populaires. On pouvait quasiment pas sortir de Chine, etc. Et puis, surtout pendant cette période aussi, beaucoup de pays qui craignaient la migration pour la stabilité de leur régime interdisaient la sortie ou ne délivraient pas de passeport. C'était par exemple le cas du Portugal. La plupart des Portugais en France, qui sont une très grosse population aujourd'hui, qui ont été jusqu'à 800 000 dans les années 80, donc 800 000 Portugais en France, c'est beaucoup, ils ont traversé les Pyrénées à pied parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Ils n'avaient pas le droit de sortir parce que le régime voulait garder les jeunes pour faire 3 ans de service militaire en Angola ou au Mozambique, par exemple. Et puis ensuite... quand ils arrivaient, ils étaient bien accueillis, on avait besoin de main-d'œuvre, on les régularisait rapidement, etc. Donc, pas de droit de sortie, mais un droit d'entrée. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tout le monde, ou presque, sauf en Corée du Nord, peut sortir de chez lui, mais le droit d'entrée est devenu de plus en plus difficile à cause des visas. Dans les années 85, on a commencé à mettre en place des visas, et ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de votre pays. Est-ce que votre pays représente un risque migratoire? Et si vous êtes afghan, somalien, érythréen, etc., vous pouvez quasiment aller nulle part avec votre passeport. Vous avez un passeport qui ne vaut rien, comme disent les personnes, parce que ça ne permet pas du tout de circuler. Donc il y a une sorte de fiction de droit à la mobilité pour tous ces gens qui viennent de pays particulièrement, disons, en crise. Donc je voulais représenter ça. Ceci dit, il y a beaucoup de contournements, comme on le sait. Plus on interdit, plus il y a de passeurs, plus il y a de trafic, etc. C'est pas donc l'idée que en interdisant les gens vont respecter l'interdiction, c'est une idée totalement fausse. Et donc aujourd'hui, on est face à une situation de trafic migratoire colossal dans le monde, avec des morts, non seulement en Méditerranée, mais sur les territoires traversés, comme en Libye par exemple, ou à l'intérieur de l'Amérique centrale. Et donc, l'interdiction suscite le trafic, la prohibition, comme la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30, c'était les mafias. Là aussi, il y a des mafias de passage. Autre élément pour cadrer un peu le sujet, c'est que la migration, c'est pas du tout un phénomène conjoncturel de courte durée, c'est structurel. Ça correspond à des tendances structurelles du monde, les inégalités du développement humain, le fameux IDH, espérance de vie à la naissance, niveau d'éducation, niveau de vie. Et si aujourd'hui on a une amélioration de la scolarisation, il y a aussi une prise de conscience des inégalités plus fortes et donc une envie de partir. Ceci dit, malgré tout cela, la démographie incite aussi, bien sûr, à plus de mobilité quand on a une population jeune et en bonne santé qui vient vers des pays vieillissants et qui ont besoin de main-d'œuvre, même s'ils ne le reconnaissent pas toujours. Et donc, d'autres facteurs, l'instabilité politique au sud, par exemple, est aussi, ou l'absence de liberté, notamment entre les hommes et les femmes, est aussi un facteur de départ aujourd'hui. Les visas, bien sûr, la difficulté de sortie et donc l'attraction de pouvoir bouger, aller et venir. Le trafic qui facilite quand même le passage, même s'il crée énormément de morts. Les crises et les conflits qui sont un énorme facteur de départ, avec des chiffres colossaux pour l'Afghanistan. Par exemple, 6,5 millions de gens ont quitté l'Afghanistan depuis le début des années 80. La Syrie, à peu près le même chiffre. Le Venezuela, les Ukrainiens, 7,5 millions, etc. Donc de très très gros chiffres qui ont mis sur les routes du monde toute une série de gens qui n'avaient pas décidé volontairement de partir. Le tourisme, qui n'est pas de la migration au sens propre du terme, parce que c'est de courte durée, mais aujourd'hui on a près d'1 milliard de touristes à l'échelon mondial. Et le tourisme donne le goût aussi de s'inscrire dans la migration. Si on n'est plus touriste mais qu'on veut s'installer, le monde est plus familier, donc ça favorise dans des périodes de crise
notamment une migration de qualifiés. L'ouverture à l'Est a été aussi un facteur de mobilité, puisqu'on s'est aperçu que plus on ouvrait les frontières, plus les gens circulaient. Donc, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On ouvre, les gens vont et viennent, on ferme, ils s'installent, parce qu'ils peuvent pas retourner chez eux et revenir ensuite. Le vieillissement est aussi un facteur de migration, parce qu'il suscite des besoins de main-d'œuvre. On le voit notamment en Italie, mais aussi en Espagne, au Portugal, ainsi que le tourisme d'ailleurs. Mais malgré tout ces éléments qui favorisent la mobilité, on voit un monde de murs, comme vous le voyez ici à Ceuta et Melilla, entre la Grèce et la Turquie. Un accord a été conclu en 2016. La Libye, qui est une sorte de forteresse, un État entièrement habité par cette logique migratoire complètement dramatique. Les morts aux frontières et en Méditerranée. On a à peu près 50 000 morts en Méditerranée depuis les années 90, sans doute plus, parce que là, on a une appréciation de ceux qu'on a pu compter. Il y a tous ceux qui ont disparu, dont on n'a pas la trace, mais on a de plus en plus de morts aussi entre Calais et Douvres. On pourra en parler ensuite si ça vous intéresse. À peu près 67 morts cette année, ce qui est quand même beaucoup, et ça augmente. Et puis d'autres mobilités qu'on a eues dans le passé, depuis les années 90, ça fait partie de cette entrée en mobilité du monde, le désenchevêtrement des nationalités. Donc tout ça parce qu'on a pu sortir de chez soi. Les Allemands, par exemple, de Russie, qui sont les Aussiedler qui sont retournés en Allemagne. On a aujourd'hui aussi des gens d'origine hongroise d'Ukraine, mais aussi d'autres pays de la région qui ont pu avoir des passeports hongrois, etc. Et puis dans toute l'ex-Yougoslavie. Donc tout ça, ça a favorisé la mobilité. On aura le temps de parler de la France, donc je ne vais pas insister là-dessus. Je voulais juste insister sur les questions. C'est pas seulement les régions qui nous intéressent au plus proche, mais par exemple, on a beaucoup de mobilité dans des endroits où il y avait très peu de mobilité entre la Chine et la Russie pour des raisons démographiques. 20 millions de personnes en Sibérie et puis 1,4 milliard en Chine. Donc il y a une tentation de traverser la frontière pour y développer des activités économiques dans un pays comme la Russie qui perd près de 2 millions de personnes chaque année. Et puis beaucoup d'autres phénomènes qui sont des pôles migratoires de départ et d'accueil et de transit, comme on l'a vu avec la Turquie par exemple. Le Golfe, qui est la 3e destination au monde, avec des taux de migration parfois très élevés, jusqu'à 80% de la population. La crise, bien sûr, israélo-palestinienne, qui a augmenté le départ des Palestiniens, pour ceux qui ne sont pas morts, notamment vers le Liban. Et puis des pays immensément peuplés qui ont des chiffres de migration importants, comme l'Inde. On a 37 millions d'Indiens à l'étranger, mais en même temps, c'est un chiffre très faible au regard du 1,4 milliard d'Indiens, comme la Chine d'ailleurs, qui a environ 50 millions de Chinois à l'étranger. Mais le taux de migration est très faible parce que les ressources de ces pays pour bouger d'une région à l'autre peuvent permettre de migrer à l'intérieur. Et puis des pays qui vivent complètement de la migration, comme les Philippins. Un Philippin sur 10 vit à l'étranger, par exemple, avec beaucoup de mobilité à l'intérieur de l'Asie du Sud-Est. Si on regarde du côté américain, on s'aperçoit que là aussi, on a un sujet très sensible qui est la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais qui est lié au fait que parfois c'est les mêmes populations qui sont de chaque côté de la frontière. On a à peu près, j'en parlais hier avec une collègue mexicaine, elle me disait qu'il y avait environ 12 millions de Mexicains aux États-Unis, dont certains sont menacés d'être reconduits par le nouveau président, et puis alors qu'ils sont dans des secteurs cruciaux de l'activité économique. Et puis en Amérique latine, on a eu beaucoup de mouvements de population, soit pour le travail, soit à cause des réfugiés. Par exemple, aujourd'hui, c'est les Vénézuéliens, par exemple, vers le Brésil et la Colombie. Mais il y a aussi les pays andins qui vont migrer dans les pays de travail un peu plus riches, comme l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, etc. Les Caraïbes, qui sont aussi affectés par ces mobilités. L'Australie, qui est un pays un peu protégé par sa distance, mais qui a besoin de continuer à avoir une immigration de peuplement. Et puis, bien sûr, des facteurs comme l'urbanisation galopante de la planète, comme on le voit ici,
l'utilité des accords de reconduction, mais aussi les accords économiques qui favorisent plus de mobilité, les transferts de fonds. Aujourd'hui, on a 640 milliards de dollars annuels envoyés par les migrants dans leur pays d'origine. Donc les gens, ils partent pour l'argent, comme ils disent, puisque sinon les régions de départ ne peuvent pas s'en sortir. Et puis, on a les questions environnementales, on le voit aujourd'hui presque tous les jours, malheureusement, qui ont créé beaucoup de mobilité dans le monde. Alors tout ça, c'est pas nécessairement de la mobilité internationale, ça peut être de la mobilité interne. C'est-à-dire, à l'échelle du monde, on n'a que 3,7% de la population mondiale sur les 8 milliards d'habitants de la planète qui sont en situation de migration. Donc c'est pas beaucoup, d'une certaine façon. Ça représente 285 millions de migrants internationaux sur 8 milliards d'habitants, ce qui est assez peu, d'une certaine façon. On pourrait s'étonner que, compte tenu de toutes les crises et les conflits et les inégalités du monde, on ait si peu de mobilité. Mais c'est lié au fait que, d'une part, on a beaucoup de mobilité interne, alors dans les gros pays comme l'Inde, la Chine, mais aussi à l'intérieur des continents et des sous-continents. Par exemple, à l'échelle mondiale, il y a plus de gens qui migrent à l'intérieur de leur région du monde. Ça peut être l'Amérique du Sud, ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Europe. Le tiers des migrants en Europe, c'est des Européens, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. En Asie, l'essentiel des migrants sont des Asiatiques, etc. Donc on a une migration qui est à la fois mondialisée, mais très fortement régionalisée, parce que c'est plus facile, c'est moins cher, on peut parler la langue, etc. Et puis l'autre aspect, c'est que les plus pauvres ne vont pas loin. Les déplacés environnementaux, par exemple, ils vont surtout à l'intérieur de leur pays, parce qu'ils cherchent à vivre des ressources naturelles comme ils faisaient avant, la pêche, la chasse, l'agriculture. Donc c'est pour les 2 tiers, c'est des migrants internes dans leur propre pays. C'est une migration sud-sud pour l'essentiel. Donc ça ne provoque pas beaucoup de migration internationale, ni encore moins transcontinentale. Et ce phénomène bouge un peu, mais pas de façon systématique. C'est pas demain qu'on aura à sa porte un déplacé environnemental, même si les catégories de migrants sont un peu fluctuantes aujourd'hui. Quelqu'un qui est réfugié, par exemple, il peut aussi venir pour chercher du travail. Donc, quelle est la part du réfugié et de quelqu'un qui cherche du travail? C'est toute la difficulté des politiques d'asile. Celui qui est un déplacé environnemental, c'est quelqu'un qui peut se présenter sous forme de réfugié, par exemple, même s'il ne correspond pas aux critères de la persécution de la Convention de Genève. Des gens qui viennent dans le cadre du regroupement familial vont entrer sur le marché du travail. Pareil pour des étudiants. Donc en fait, on a des profils de plus en plus mixtes, si j'ose dire, qui rendent parfois difficile une appréhension du sujet qui correspondent aux situations légales qui sont prévues pour gérer la migration. Le tout étant dans un climat de montée des populismes, pas seulement en Europe, mais aussi ailleurs, qui brouille encore les cartes parce qu'il y a une sorte de crispation sur la thématique de la sécurisation, de la dissuasion, de la répression, qui ne permet pas d'avoir une approche réaliste des phénomènes migratoires, ni une approche qui correspondrait mieux aux aspects à la fois des réfugiés, mais aussi aux aspects économiques du marché du travail. Donc tout ça, c'était pour planter un peu le décor aujourd'hui. Mais qu'en était-il auparavant et quelle était la perception que l'on avait de ces flux migratoires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Alors, dans ce livre, j'ai essayé de reprendre un peu toute une série d'enquêtes, puisque moi, j'ai commencé à travailler là-dessus au milieu des années 70. Et c'était une période bénie, si j'ose dire, pour les migrations, parce que après une période extrêmement dure qui a été celle de l'entre-deux-guerres, il n'y avait pas seulement l'antisémitisme, mais aussi des visions complètement archaïques, si j'ose dire, des migrants qui se présentaient. Je n'hésite pas à vous présenter quelques images de ces migrants tels que les décrit Pierre Milza, qui était un spécialiste de l'immigration italienne, et qui décrit ainsi le regard qui était porté sur les Italiens dans les années 20 et 30. Et ces gens étaient décrits carrément comme des... Il ne faut pas oublier qu'on a vu un massacre des Italiens en 1893 à Aigues-Mortes,
et que le regard sur les Italiens était extrêmement négatif. Et notamment, ils étaient considérés donc comme des gens quasiment comme des barbares, des sauterelles qui venaient envahir la France. Et c'était pareil pour les Polonais. Il ne faut pas croire que dans le passé, c'était mieux parce que les gens étaient de culture catholique. On parlait des invasions barbares, des hordes d'émigrants qui repoussaient de toutes parts, s'acheminent pour submerger notre race. Ça, c'est les termes de Maurice Barrès, qui était proche de l'Action française. Et dans les journaux d'extrême droite, Pierre Milza, par exemple, cite ce qu'on disait des Italiens. Je vous montre un peu ce qu'il dit. Ils arrivent, tels des sauterelles du Piémont, de la Lombardo-Vénétie, des Romagnes, de la Napolitaine, voire de la Sicile. Ils sont sales, tristes, locteux, tribus entières émigrant vers le nord, puis ils s'installent au pis chez les leurs, entre eux, demeurant étrangers au peuple qui les accueille, travaillant à prix réduit, jouant tour à tour de l'accordéon et du couteau. La nation hospitalière entre toutes, la France donc, est devenue enragée à l'égard d'une race limitrophe que ravage la misère. Est-ce jalousie des autochtones pour les envahisseurs qui avilissent la main-d'œuvre? Il y a de cela, mais il y a surtout le sentiment qu'on se trouve devant des éléments dangereux. De même pour les Polonais, qui étaient particulièrement décriés dans une France anticléricale à cause de leur pratique de la religion de façon assez traditionnelle pour ces catholiques entourés de leurs curés. Et leur image donc était celle de communautés entières qui n'avaient que quelques contacts rares avec la population. Même comme ouvriers, ils étaient considérés comme des jaunes, des gens qui ne faisaient pas la grève, qui acceptaient des salaires plus faibles, etc. Donc il y avait toujours une sorte de l'idée qu'il y avait une concurrence sur le marché du travail. Ça, c'est pour les années qui vont précéder la Deuxième Guerre mondiale. Les choses changent un petit peu, disons, avec la participation d'une partie des migrants à la résistance. Donc ça a amélioré le regard porté sur l'immigration, la fameuse MOI, la main-d'œuvre immigrée, qui était proche de la CGT à l'époque. Et puis aussi, surtout ce qui a été le plus important à partir de 1945, ce qu'on appelait la période des 30 glorieuses, que j'ai connue en tant que toute jeune chercheuse, 1945-74, c'est une période bénie, si j'ose dire, parce que la question de l'immigration, et c'était mon sujet de thèse, politisation, dépolitisation, repolitisation de l'immigration, et bien, la question de l'immigration était très dépolitisée, parce qu'on avait vraiment besoin de main-d'œuvre, et qu'un des acteurs essentiels de la décision concernant la politique migratoire, c'était le patronat. Le patronat, il avait, disons, ses entrées auprès du général de Gaulle, auprès d'Alfred Sauvy, qui était directeur de l'Institut d'études démographiques, et le patronat était tout puissant, si j'ose dire, même si on avait commencé, après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait plus de gestion uniquement privée par le patronat, c'était l'État. À partir de 1945, c'est l'Office national d'immigration, et donc la réglementation par l'État de l'entrée et du séjour des étrangers. Mais en fait, c'est un sujet qui allait de soi, si j'ose dire, la question de l'immigration. Aucune loi n'a été adoptée sur l'entrée et le séjour entre 1945 et 1980, parce que ça allait de soi qu'il fallait recruter jusqu'en 1974, jusqu'à ce qu'on ferme l'immigration de travail. Donc c'était un sujet très peu politisé, on n'en parlait pas, une image beaucoup plus neutre de l'immigration, et un traitement qui était... on essaye de progresser dans la lutte contre le racisme. Il y a une loi qui est votée en 1972, par exemple. On va progresser dans la reconnaissance des droits des gens, des travailleurs, c'était à l'époque des ouvriers, au travail. On donne l'égalité de la représentation dans l'entreprise, les éligibles, les électeurs dans les comités d'entreprise. En 72, en 75, ils ont l'égalité de la représentation dans le monde syndical, électeurs et éligibles comme délégués syndicaux. On va leur donner en 81, avec le changement de gouvernement, la liberté d'association dans les mêmes termes que les Français. Donc on progresse dans la définition de nouveaux droits, si j'ose dire. Et dans la période qui avait précédé immédiatement 80, il y avait toute une série de tolérances à l'égard de l'immigration clandestine. Par exemple, je cite donc Jean-Marcel Jeannet, qui était ministre des Affaires sociales,
1966, l'immigration clandestine elle-même n'est pas inutile, car si l'on s'en tenait à l'application stricte des règlements internationaux, nous manquerions peut-être de main-d'œuvre. Donc, on loue la flexibilité économique de la migration. Et puis, moi, j'avais fait une enquête chez Renault plus tard, dans les années 83-85, et l'immigration de culture musulmane, aujourd'hui très décriée, était plutôt... Alors, d'une part, elle était très encadrée pour les Algériens par le ministère de l'Intérieur, les autres étant gérés par les affaires sociales, mais surtout dans des secteurs d'activité où l'alcoolisme était très développé, notamment dans l'industrie automobile et surtout dans le bâtiment. Il y avait une certaine préférence non dite pour l'immigration de culture musulmane parce que un certain nombre d'entre eux buvaient peu ou pas d'alcool. Et donc, il y avait moins d'accidents du travail. Il y avait moins de gens qui tombaient de leur chantier. Moi, j'avais enquêté chez Renault, donc à l'île Seguin, il y avait les presses. Les presses, c'est le rouleau de métal qui se déroule devant vous. Et puis, il faut mettre les mains pour que le métal donc, soit ensuite... pour caler la machine qui va donner la forme du capot, par exemple. Il y avait énormément d'accidents à cause de l'alcoolisme pour ça, entre autres. Et donc, il y avait une certaine préférence pour ces gens qui ne buvaient pas d'alcool, qui étaient extrêmement soumis, pour une partie d'entre eux, donc à leur cadre de vie, leur foyer, etc., leur café. Et surtout qui étaient souvent moins exigeants aussi en termes de salaire. Donc, les images qu'on a aujourd'hui ne correspondent pas du tout à la façon dont on les voyait à l'époque. Et puis, souvent, ils étaient très discrets sur leurs options politiques parce que les Algériens étaient sortis de la guerre d'Algérie. On n'a jamais eu autant d'émigration, d'ailleurs, sortant d'Algérie que depuis l'indépendance, ce qu'on oublie très souvent. Et d'autres commencent à arriver, comme on diversifie l'immigration. Donc, il y a des Yougoslaves, des Turcs, des Marocains qui viennent. On a donc une très grande diversité qui va se faire de cette présence étrangère. Donc, moins de stéréotypes, car plus diversifiés. Et puis, tout ça, ça va durer jusqu'en 74. En 74, on entre dans la crise économique. C'est la crise pétrolière aussi, la hausse du prix du pétrole. Donc, pour les entreprises, les coûts sont plus élevés et on commence à désindustrialiser. Donc, on va débaucher une partie des gens qui travaillaient dans ces secteurs, comme la sidérurgie, la métallurgie, on pense à la Lorraine, mais aussi les mines, par exemple, qui vont fermer. Donc, c'est la fin de l'immigration de travail, si j'ose dire. Le regard sur l'immigration jusqu'en 74, c'était le travail. On n'avait qu'une seule image, c'est des travailleurs, des OS, comme on disait. Et ensuite, les gens qui ne peuvent plus faire des allers-retours, puisque l'immigration est suspendue pour les salariés, 74, s'installent, parce qu'ils ne peuvent plus revenir et repartir. Donc, comme ils ne peuvent plus faire des allers-retours, comme le font les gens de l'Est aujourd'hui, eh bien, ils vont se sédentariser. Ils habitaient avant dans des bidonvilles. Il y avait d'immenses bidonvilles, par exemple, comme à Lyon, qui ont été décrits par Azouz Begaz, mais aussi également la digue des Français à Nice, Nanterre, Champigny, dans la région parisienne, qui est un énorme bidonville portugais. Progressivement, à partir de 70, on essaye de résorber les bidonvilles. Le pouvoir public résorbe les bidonvilles. Et ces migrants qui avaient construit souvent les bars et les tours HLM, qui étaient faites pour des Français, pas pour eux, qui vont être progressivement abandonnés par un certain nombre de Français qui accèdent à la propriété, et on va les loger là-dedans. Donc on met tout le monde comme ça dans ces quartiers, et puis ils sont frappés en même temps par le chômage. Donc le chômage plus le fait qu'on les installe souvent selon leur nationalité ou selon la taille de la famille dans tel ou tel bar ou tour, a créé ce qu'on appelle aujourd'hui nos banlieues. Les banlieues, c'est vraiment le début de ce phénomène massif, c'est le milieu des années 70, années 80, et le début aussi d'une réflexion sur l'intégration. Auparavant, on parlait d'assimilation jusqu'aux années 60. Là, on va parler d'intégration dans cette période. Mais en même temps, on a donc
Dans cette période, on a aussi des aspects très, très positifs, si j'ose dire, pour la citoyenneté. Notamment, ça a été à partir des années 83, on l'a célébré discrètement en 2023, le mouvement Beurre, par exemple, qui a été très actif à Lyon, hein, mais qui était parti de Marseille, qui était, ça s'appelait la marche pour la marche contre le racisme, pour l'égalité des droits et contre le racisme. C'est ce qu'on a appelé la marche des beurs. Et il y a toute une série de jeunes qui se sont engagés là-dedans, qui ont créé des associations civiques avec le projet de pousser les jeunes à s'inscrire, pour ceux qui étaient français, sur les listes électorales, avec des projets locaux, très souvent, autour de l'insertion, la lutte contre la délinquance, mais aussi contre les discriminations dans les banlieues urbaines. Donc ça a été un aspect qui a été très positif, si j'ose dire, à cette période, très encouragé par les pouvoirs publics, puisque c'était la gauche qui était au pouvoir, qui a financé une partie de ces associations et de ces opérations de lutte contre les violences urbaines. Ensuite, on a une période de décrue, si j'ose dire, de décrue. J'ai travaillé là-dessus, puisque j'ai fait un livre qui s'appelait La bourgeoisie avec mon collègue Rémi Levaux. Une décrue, parce qu'à partir de 95, c'est un peu la fin du mouvement Beurre. Il n'y a pas tellement de successeurs, si j'ose dire, à tous ces militants qui s'étaient illustrés dans les marches et dans toute une série d'actions de médiation urbaine. Et on a, d'une part, la montée de formes diverses de terrorisme. Les premières expressions, c'est 95, le TGV de Lyon, par exemple, en 95. Et comme l'affaire Khaled-Kelkal, et puis ensuite on a d'autres qui vont se succéder. On a parlé récemment de Charlie Hebdo et du Bataclan. Donc tout ça, ça va donner un cran supplémentaire à la lutte contre les questions de terrorisme et de l'insécurité. Et puis surtout la fin du financement des associations locales, parce que le fonds d'action sociale va disparaître, il sera remplacé de façon éphémère par d'autres structures qui, elles aussi, vont progressivement disparaître, en même temps qu'apparaissent d'autres figures, si j'ose dire, de l'immigration, dont on parlait très peu auparavant. Par exemple, les réfugiés. Les réfugiés, c'était quelque chose de... Moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'immigration, on en parlait très peu parce qu'on considérait que c'était un sujet qui allait de soi, que les réfugiés devaient avoir le statut de réfugiés. 80% des gens dans les années 70, 75, 80 obtenaient le statut de réfugié. Donc c'était normal qu'ils soient reconnus à l'époque. Compte tenu de quelles que soient leurs orientations, parce qu'on a aussi bien accueilli les Chiliens que des dissidents soviétiques et quelques autres gens qui sortaient de dictatures d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc c'était pas question d'orientation de leur position, c'était la notion de la discrimination. On applique la Convention de Genève. Les réfugiés vont déferler, si j'ose dire, dans le paysage à partir de cette période. Ce qui ouvre le bal, c'est l'Iran, l'Iran 79. Donc on a ce début de phénomène de réfugiés massifs. Et puis on a le début aussi de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est une crise très longue qui a commencé avec l'invasion soviétique en Afghanistan en 79. Et puis ensuite, on a d'autres crises qui vont emboîter le pas à tout cela. Je pense à la fin des crises en Amérique latine. Il y a plutôt un apaisement de cette région qui était extrêmement, disons, marquée par beaucoup d'instabilité, même si ça durera longtemps en Colombie avant que les FARC ne posent les armes. Enfin, on reçoit aussi beaucoup, l'Espagne surtout, mais aussi la France, des réfugiés qui viennent pas seulement du Chili en 73, mais aussi de Colombie dans les années qui suivent. Mais aussi beaucoup d'autres crises plus récentes dont on se souvient davantage, qui sont notamment les révolutions arabes de 2011, par exemple, 2015, la Syrie, entre autres, qui est une sorte de révolution arabe de 2011 qui a échoué dans le pays, donc qui produisant 6,5 millions de gens qui quittent leur pays. Et puis l'Irak, bien sûr, auparavant, 4,5 millions de départs. Et ensuite, on aura donc, comme je vous disais, le Venezuela, l'Ukraine, etc.
Donc beaucoup de départs dans cette période. Sans parler bien sûr de la situation israélo-palestinienne qui a continué à produire son lot de crises et de départs et de violences. Donc tout ça, ça marque l'image. Mais disons que l'ancrage des stéréotypes, il se fait surtout à partir au début avec l'apparition, puisqu'il vient de décéder, de Jean-Marie Le Pen aux élections municipales en 83 à Dreux, donc qui lui considère que tout est à cause de l'immigration, hein, donc c'est le centre de son discours, donc tout ce qui va mal, c'est à cause de l'immigration. Et ensuite, avec tous les faits divers dont on a parlé, et bien sûr en incluant la question du terrorisme et quelques autres sujets, les questions urbaines, etc., mais surtout le début de la construction d'une sorte de corpus dans le discours autour de l'immigration, un corpus largement faux, mais qui a eu un relais assez considérable. Certains de ces éléments, d'ailleurs, qui sont dans le livre dont je parle, parce que ça contribue à fasciner un peu, et à fasciner certains, mais aussi à façonner l'image de l'autre, font partie du discours qui façonne le regard qui est porté sur l'autre aujourd'hui, et qui sont des images complètement fausses, mais qui vont être agitées. L'autre est construit par les idées reçues. Je prends quelques exemples. Alors ça a commencé avec Huntington, donc le clash des civilisations, 1996, l'idée que l'ennemi, après l'ennemi soviétique, c'est devenu l'islam, donc après le changement de régime à l'Est. Donc ça, ça a marqué aussi cette approche-là. Ensuite, on a également donc, alors l'idée que les musulmans seraient une menace pour les chrétiens, ce qui est un vieux thème aussi. Si on regarde la France dans l'entre-deux-guerres, on avait le thème du déclin de l'Occident, par exemple les déclinistes, qui étaient des gens, certains d'extrême droite, mais d'autres d'une droite plus modérée, culturaliste, disons, qui insistaient sur le risque de déclin de la civilisation. Donc ça marque beaucoup. Mais après, on a des idées qui sont anciennes, mais qui sont remises à l'ordre du jour. Par exemple, dans le monde ouvrier, depuis la fin du 19e siècle, il y avait l'idée que, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure pour les Italiens ou les Polonais, que les migrants étaient des concurrents sur le marché du travail. C'est un très vieux thème du monde ouvrier, si j'ose dire, et le monde ouvrier était assez hostile, parce qu'on oublie, à l'immigration. On ne l'a pas tellement dit, mais c'était très marquant. Et Gérard Noiriel en parle dans son livre sur Longue Vie, par exemple, et surtout Zola, dans Germinal, sur les mines du nord de la France. Les Belges étaient considérés comme dangereux pour les ouvriers français parce que ce n'étaient pas des bons ouvriers. Ils n'étaient pas syndiqués. Souvent, ils ne faisaient pas grève. Ils acceptaient des salaires plus bas que les nationaux, etc. C'est ce qu'on a reproché aux Italiens et on les a tués pour cette raison à Aigues-Mortes, par exemple. Donc ce thème, il est réutilisé par Jean-Marie Le Pen, qui dit 1 million à l'époque d'étrangers, 1 million de chômeurs. Vous voyez l'équation. Donc l'idée que les étrangers feraient concurrence aux chômeurs et les empêcheraient de trouver du travail, mais aussi, d'une certaine façon, casseraient le monde ouvrier, un thème qui revient souvent. Autre thème également qui a eu beaucoup de succès pendant les élections présidentielles, mais qui est assez ancien, mais qui mêle un peu la démographie et une approche un peu culturelle, c'est le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est l'idée que, et alors certains, maniant des chiffres, croient avoir un discours pseudo-scientifique en disant que l'Afrique va nous envahir. C'est le livre de Stephen Smith, par exemple, qui est sorti en 2018, que on va, à partir du milieu de ce siècle, donc l'Europe sera plus petite qu'elle est aujourd'hui. Ce sera le cas aussi de la Russie en termes de population, de toute l'Europe centrale et orientale, toute l'Europe du Sud, ce qui est complètement vrai, et que donc le Sud prolifique, dit-on, va nous envahir parce que précisément on est trop vieux et trop peu nombreux.
Si on regarde de plus près, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, et qui montrent que, et ça c'est une peur très fréquente chez les gens, que en fait le Sud va, ce que disent les démographes, comme Gilles Pison par exemple, ou Youssef Courbage, qui est un franco-libanais qui a travaillé à l'INED, lui regarde tout le pourtour méditerranéen, ou même Philippe Fargue par exemple, qui a travaillé sur l'Égypte. Ce qui montre, c'est qu'on va arriver à un palier, c'est-à-dire qu'on irait jusqu'à 9,5 milliards de gens sur la planète, et qu'ensuite la population mondiale commencerait à décliner autour de 10 milliards progressivement, parce que ce qu'il dit, c'est qu'aucune civilisation, disons, se passe d'un début de tassement démographique, et que plus les gens sont scolarisés, urbains, ce qu'on constate, moins ils ont d'enfants. Donc sur la rive sud de la Méditerranée, contrairement à une idée reçue, on n'est pas du tout dans une armée qui va nous envahir, mais on a 2,4 enfants par femme en moyenne sur le sud de la Méditerranée, donc l'ensemble du pourtour méditerranéen, avec une petite exception pour l'Égypte, où ils sont un peu plus nombreux, autour de 4 enfants par femme. Mais pour le reste, on a une population, et les Palestiniens, mais tout le reste est très, très, très homogène dans son évolution. C'est vrai aussi dans beaucoup d'autres régions du monde. Il y a des exceptions, bien sûr, pour quelques pays d'Afrique subsaharienne, mais on constate partout, sauf au Yémen, par exemple, un tassement de la population au sud du monde, un tassement de la population. Donc, en fait, et c'est encore plus vrai pour la Chine, hein, la politique de l'enfant unique qui a été menée depuis 1975 a eu pour effet d'un pays qui sera, disons, pauvre d'une certaine façon, qui sera beaucoup moins riche qu'il n'était avant de devenir totalement riche, parce que la population va diminuer de façon spectaculaire dans les années qui viennent, par exemple. Donc, on a aujourd'hui un phénomène bien sûr d'importance de la population au sud, mais on n'est pas du tout dans le grand remplacement, et de toute façon la plupart des gens migrent dans leur région, hein, j'insiste beaucoup. En Afrique, on a 26 millions d'Africains qui migrent en Afrique. C'est pas très original, mais il faut le rappeler. En Amérique latine, 15 millions de migrants latino-américains qui migrent en Amérique latine, y compris au Mexique. On a également le même phénomène en Asie. La plupart des migrants d'Asie sont des Asiatiques, etc. Donc l'idée que l'Europe était, pour simplifier, où les États-Unis seraient complètement menacés par un immense remplacement est une idée fausse, malgré tout ce qui a été fait là-dessus. Et l'idée que donc les populations de culture musulmane seraient une menace pour les autres est une idée qui ne correspond pas à la réalité, puisqu'en Europe, par exemple, si on rappelle quelques chiffres, l'immigration, c'est 10% de la population européenne. Donc comment peut-on penser à un grand remplacement pour l'ensemble de l'Europe? Il y a un livre qui a été sorti avec beaucoup de talent par Hervé Lebras, qui a écrit un livre qui s'appelle « Il n'y a pas de grand remplacement », tout simplement avec des chiffres à l'appui. C'est un polytechnicien, donc il a fait des petits calculs très très précis. Il n'y a pas de grand remplacement, tout simplement. Ça a animé une grande partie de la campagne présidentielle, malheureusement, de 2022. Donc l'idée de gens qui vont nous envahir et complètement subvertir la culture dominante est une idée totalement fausse. Autre thème également, l'idée que la migration coûte beaucoup plus qu'elle ne rapporte. C'est un thème qu'on a eu pendant le vote de la loi Darmanin. Hein. Certains voulaient supprimer en 2023-2024, la préparation de la loi jusqu'à son vote, l'aide médicale d'État. Hein. L'aide médicale d'État, selon les années, c'est autour d'1 milliard d'euros, entre 800 millions et 1 milliard d'euros. C'est un chiffre extrêmement stable. Ça a été mis en place par un homme qui n'est pas d'extrême gauche, qui est Nicolas Sarkozy, qui avait considéré que c'était dangereux de ne pas vouloir soigner les gens qui avaient des affections graves, parce que ça coûterait plus cher s'ils se faisaient soigner plus tard, et d'autre part, ça risquait d'amener toute une série de maladies, de maux à l'ensemble de la population française. Et un certain nombre de professeurs de médecine ont signé en disant que c'était très dangereux, parce que le Sénat voulait supprimer la fameuse aide médicale d'État l'année dernière, en disant tous ces éléments avec toutes leurs spécialités pour expliquer un peu tout cela.
Mais malgré tout, c'est quand même très ancré. C'est très ancré, alors que l'immigration, et tous les économistes de l'École d'économie de Paris et partout, montrent que l'immigration rapporte. Elle rapporte économiquement, parce que les gens qui viennent, ils viennent pour travailler, même s'ils le font irrégulièrement. Donc, non seulement ils font fonctionner l'économie, mais aussi, et surtout s'ils se font régulariser, ils payent des impôts et ils consomment davantage. Donc on a intérêt à avoir des gens en situation régulière qui sont des consommateurs et qui payent des impôts. Et d'autre part, ils permettent qu'on n'ait pas trop de crise au Sud parce qu'ils envoient de l'argent, 640 milliards d'euros annuels, comme je vous disais, envoyés par les migrants dans leur pays d'origine. Mais l'image, c'est celui qui vit du welfare, comme on dit, public, pour une raison très précise, à mon avis, qui est l'idée de l'appel d'air. L'administration française, et c'est le cas à Mayotte, si on a le temps d'en parler un peu, est hantée par l'idée qu'on est très généreux avec notre politique sociale, et c'est ça qui fait venir les gens. François Héran, qui est professeur au Collège de France, a écrit un livre qui s'appelle « Immigration, le déni », qui est sorti en 2023, et il montre que les jeunes, et tout le monde le dit, ne viennent pas à 20 ans pour la sécurité sociale qu'ils ignorent un peu, d'ailleurs auquel ils n'ont aucun accès, puisque quand ils sont sans papier, ils ont droit à rien, il faut le rappeler, mais beaucoup croient qu'ils ont beaucoup plus de droits sociaux que les autres, bien sûr. Ensuite, ils viennent pas pour la retraite, je pense que c'est même pas qu'ils y pensent, ils pensent à traverser la Méditerranée, mais c'est peut-être pas leur préoccupation essentielle, etc. Mais beaucoup sont hantés par cette idée-là. Donc il faut en faire le moins possible. Un sous-préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, dans une région sinistrée par l'immigration et dont on est responsable puisqu'on a signé 2 fois l'accord entre la France et le Royaume-Uni pour qu'on garde sur notre territoire les gens qui veulent passer en Angleterre, disait il faut leur rendre la vie impossible pour qu'ils ne reviennent pas. Calais sera toujours en face de Douvres, quoi qu'il en fasse, quoi qu'il fasse comme politique sur place. Donc pour les jeunes, il y a 32 km, il faut aller le plus près possible de la côte pour pouvoir passer au plus vite de l'autre côté. Donc en fait, l'appel d'air, c'est une chose complètement stupide, si j'ose dire, parce que ça conduit à des choses dramatiques qui donnent une image clochardisée de l'immigration, et de jeunes notamment. Moi, je suis allée une fois avec mes étudiants Porte de la Chapelle, on leur faisant visiter la Goutte d'Or, et il y avait des gens, genre des tout petits retraités, qui disaient oui, ils travaillent pas, eux, ils ont 20 ans, etc. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai une petite retraite, parce qu'en fait, on veut précisément être dissuasif. Donc en France, contrairement à presque tous les pays européens, il y a une directive européenne de 2014 qui dit que les demandeurs d'asile doivent avoir accès au marché du travail. Et en France, c'est systématiquement refusé, sauf cas exceptionnel, parce qu'il ne faut pas les attirer. Il ne faut pas les attirer par un accès au marché du travail quand ils sont demandeurs d'asile. Donc en Allemagne, ils travaillent tous, en France, ils ne travaillent pas. Il y en a beaucoup. On n'a pas du tout les moyens de loger tout le monde. Il y a une volonté. Pour les Ukrainiens, on a pu loger tout le monde. On peut s'en féliciter. Ce qui devenait impossible pour certains est devenu possible pour d'autres. Donc je pense qu'il y a une possibilité de loger tout le monde, mais on ne veut pas, parce qu'il faut dissuader. Donc cette politique de dissuasion, en fait, beaucoup de décideurs ne se rendent pas compte que ça a une influence délétère sur l'image qui est donnée de l'immigration. L'image de gens qui vivraient de la charité publique et qui ne travaillent pas, qui dorment dehors, qui sont des parias pour la société. Elle est fabriquée surtout par le système institutionnel. Le tout couronné par d'autres éléments, la peur, parce que l'image de l'autre, c'est aussi la peur, et notamment le fait qu'on est arrivé à des extrémités sur la sécurisation des frontières. Je rappelle que l'agence Frontex, dont le patron a été limogé par la Commission européenne, M. Leggeri, aujourd'hui est le numéro 3 qui a été élu par le Rassemblement national au Parlement européen, son agence donc de contrôle des frontières extérieures de l'Europe a monté jusqu'à un budget de 900 millions d'euros annuels, sans véritablement que jamais il y ait eu un compte-rendu de l'utilisation des bénéfices et avec 50 000 morts en Méditerranée, etc., de cette agence pour l'efficacité du contrôle en Méditerranée.
Donc on a des tas d'éléments. La folie en France des contrôles d'identité. La Cour des comptes a fait son rapport en printemps dernier. On a 47 millions de contrôles d'identité par an. Jamais on a trouvé un sans-papier ou un terroriste avec ces contrôles d'identité. Donc quelle est l'efficacité d'employer la police au contrôle d'identité? Mais ça, c'est l'image. Il faut absolument les contrôler parce qu'il faut les déstabiliser, il faut, etc. Et donc, ça agace, bien sûr, les jeunes. Moi, j'avais été à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, l'ancêtre du défenseur des droits. Ça agace les jeunes parce qu'ils savent que les policiers, 10 fois, 20 fois dans la journée, vont leur demander les contrôles d'identité pour s'imposer eux-mêmes parce qu'ils ont peur aussi d'aller, ces jeunes policiers, dans les banlieues. Et ça crée très souvent des altercations et parfois des violences réciproques donc dans un certain nombre de quartiers. Donc l'hypersécurisation est dramatique. Je ne parlerai même pas aujourd'hui aussi l'idée totalement fausse qu'il faut, et qui est reprise dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile de 2024, mais aussi dans la politique de M. Retailleau, qui est l'idée qu'il faut accélérer les reconductions et les retours. Il n'a jamais mis le nez sur les bilans des reconductions. Si on reconduit, les gens ils reviennent au bout de 3 mois. Le temps moyen de retour, c'est 3 mois. Quelle est l'utilité et en France, on a le plus faible taux de reconduction à la frontière à l'échelle européenne, puisque je suis dans mon atlas, donc j'ai tous les chiffres, 18% en moyenne de reconduction. En Allemagne, ils sont très bons parce qu'ils en prononcent très peu. Donc comme ça, toutes les reconductions sont effectuées. En France, c'est la poubelle des préfectures. On ne sait pas quoi faire des gens au QTF. Et donc, le résultat, c'est que, on n'a pas les moyens. On dit on va reconduire, mais en fait, c'est très cher. Donc, la moitié des reconductions, ce qu'on n'a pas dit pour Mayotte, se font à Mayotte, parce que la distance entre Mayotte et les autres îles des Comores, c'est 70 km. Ça coûte pas cher. On va pas reconduire les gens qui viennent du Chili ou de quelques pays très lointains. C'est trop cher, trop compliqué. Une reconduction, ça coûte 3 000 € en moyenne. Donc, on ne va pas se lancer là-dedans. Donc le plus simple, c'est pour Mayotte, et puis le reste, une partie, le quart, c'est la Guyane. Et on traverse les rivières et on se retrouve au Brésil ou sur Suriname. Donc en fait, on est dans une politique de trompe-l'œil, si j'ose dire, qui est extrêmement dangereuse pour l'image de l'immigration qui est fabriquée par cette politique, parce que c'est un carburant électoral, ou certains croient que c'est un carburant électoral essentiel. Et aujourd'hui, on ne peut même plus parler des données réelles de l'immigration, parce qu'on n'est pas cru. Si je vous dis, l'immigration, c'est le marché du travail, c'est du regroupement familial. Les étudiants, la première source de migration en Europe, ce qu'on ne sait pas, c'est les étudiants. Donc, ce n'est pas du tout l'image des gens qui débarquent à Lampedusa ou ailleurs, c'est les étudiants. Ensuite, ça va être les réfugiés. Ensuite, le regroupement familial. Et puis, comme une partie d'entre eux n'ont pas le droit de travailler, les gens qui viennent pour travailler et qui ont le droit de travailler. Donc, en fait, on est dans un contexte très, très différent de l'image qui est donnée fabriquée, si j'ose dire, par le discours public. Et la dernière idée aussi, alors les politiques de retour, il y a 30 ans qu'on le fait, ça n'a jamais donné de résultats spectaculaires. On a commencé en 77 avec Stoléru, et ça n'a jamais rien donné de très spectaculaire, même s'il y a des initiatives individuelles que j'ai pu visiter qui sont intéressantes, mais ça concerne très peu de gens. Donc, c'est pas une politique de masse. Le pacte européen a repris la politique de retour. Qu'est-ce qu'il dit? Reconduction à la frontière, avec des accords d'externalisation. 2, politique de retour. 3, politique de développement. Politique de développement, c'est très bien, mais ce que dit l'OCDE depuis 30 ans, c'est que le développement, et aussi l'Agence française du développement, les gens qui sont quand même plutôt favorables au développement, le développement, c'est très bien, mais il ne faut pas du tout croire que ça va diminuer l'immigration. Parce que plus il y a de développement, plus il y a de mobilité, c'est ce que je vous ai dit. Les jeunes, ils sont de plus en plus scolarisés, ils sont en meilleure santé, ils sont mieux informés, ils sont branchés sur les médias mondiaux, ils se disent chez moi, j'ai pas de boulot, chez moi, il y a la guerre, chez moi, il y a une crise environnementale. L'option, c'est la migration. Plus les gens sont informés, plus ils ont l'idée de partir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous partir, mais l'idée de partir comme option. Donc, plus les pays se développent, plus il y a de mobilité. Les plus mobiles dans le monde, c'est nous, parce qu'on a des passeports qui le permettent, parce qu'on a des programmes étudiants, parce qu'on a toute une série d'éléments qui permettent de bouger, y compris dans sa vie professionnelle. Les gens du Sud, les riches des pays pauvres peuvent toujours bouger. Ils peuvent même parfois acheter un passeport, ce qu'on appelle les passeports dorés,
par des petits pays européens qui les vendent d'une certaine façon en échange d'investissements, de toutes sortes de possibilités d'achat d'appartements ou autres. Un certain nombre se sont fait encarter de cette manière par la Commission européenne, le Portugal, Malte, Chypre, etc., parce qu'ils donnaient assez facilement à des gens des passeports européens, parce que le passeport européen, c'est la liberté de circulation quasiment. Donc, mais les autres, ceux qui veulent bouger, qui peuvent pas, c'est pas les plus pauvres. Les plus pauvres, ils restent chez eux parce qu'ils peuvent pas imaginer déjà la migration de longue portée, si j'ose dire. Souvent, ils parlent pas les langues qui seraient utiles là où ils veulent aller, etc. Donc, ce sont des gens qui sont des catégories plutôt de classe moyenne, intermédiaire, mais qui n'ont pas accès au visa, précisément pour partir. Ils ne sont pas assez qualifiés, ils viennent de pays pour lesquels le passeport dit qu'ils peuvent aller nulle part, etc. C'est cela qu'on trouve sur les routes du monde. Donc, ce n'est pas du tout représentatif. Les plus pauvres, les régions extrêmement rurales, extrêmement enclavées, qui sont aussi marquées par les questions environnementales, ne sont pas des régions qui vont produire des quantités de départ. Sinon, il y aurait plus que 3,7% de la population mondiale en situation de migration internationale. Donc le développement, ça accélère la migration, ce qui est très bien, mais je veux dire, pour ceux qui n'aiment pas la migration, il ne faut pas dire on va faire du développement. Et la migration accélère le développement, parce que la migration, c'est des transferts de fonds, c'est la modernisation d'un certain nombre de pays, c'est la conclusion de toute une série d'échanges, d'accords, etc. Et donc, c'est une ouverture sur le monde de façon générale. Ça désenclave, si j'ose dire. Donc, je vais terminer un peu là-dessus. Je voulais simplement dire que donc on est dans des images tout à fait dramatiques par rapport à la réalité qui sont extrêmement durables, malheureusement, qu'on a beaucoup de mal à déconstruire en la matière. Et j'insisterai aussi sur le fait que on essaye, mais c'est très difficile en tant que chercheur, d'avoir un discours réaliste, rationnel. Beaucoup de gens s'y emploient. L'Institut Convergence Migration, notamment François Héran, a sorti plusieurs livres là-dessus. Il dit ce qu'il faut, c'est abandonner toutes ces idées fausses, c'est être dans la réalité. La réalité, c'est le contexte démographique, c'est les besoins de main-d'œuvre, c'est la nécessité pour les étudiants de pouvoir faire une partie de leurs études à l'étranger, c'est toute une série de choses, essayer de satisfaire les besoins du marché du travail, etc. C'est des choses très, très terre-à-terre qui ne s'embarrassent pas de considérations pseudo-scientifiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc ça, c'est déjà un aspect très, très important. Il y a quand même, heureusement, des initiatives heureuses, si j'ose dire, qui essayent de construire des ponts. Par exemple, on a de plus en plus, on est dans un musée, donc on continue, mais il y a de plus en plus de musées sur l'immigration qui se sont constitués pour essayer de précisément déconstruire les idées reçues, informer. La France est un très ancien pays d'immigration qui s'ignore, c'est ce que disait Dominique Schnapper, mais c'est vrai parce qu'on est le plus ancien pays d'immigration en Europe. Jamais on en parlait quand j'étais au lycée, par exemple. Jamais, c'était pas un sujet. On trouverait très difficilement dans aucun livre d'histoire une mention à ce phénomène migratoire, alors que la France a accueilli beaucoup de monde. Dans les années 30, elle recevait en proportion de sa population autant de migrants que les États-Unis. Donc on a oublié ça. Donc il y a de plus en plus de musées, y compris dans les pays de départ, ou des pays d'immigration d'installation, aux États-Unis bien sûr, mais aussi au Brésil, en Argentine, en Australie, etc. On valorise cette histoire migratoire. Et je pense que pour terminer, je crois qu'il faut essayer de s'intéresser à tout ce qui peut concourir à essayer de vivre ensemble, c'est-à-dire des politiques plus inclusives sur la citoyenneté, par exemple. En France, il y a 40 ans qu'on débat sur le droit de vote local des étrangers. 15 pays européens sur 27 ont mis en place le droit de vote local des étrangers, qui étaient certains qui sont des pays qui sont entrés dans l'Europe dans les années 90. Donc ça inclut beaucoup, parce que si les non-européens peuvent voter quand ils sont résidents dans les communes, eh bien, je pense que ça pourrait être un instrument pour faire décroître l'extrême droite dans un certain nombre d'endroits, par exemple, et où parfois la légitimité des maires est fragile quand ils ne sont élus que par le tiers de la population, les autres n'ayant pas le droit de voter. Surtout
penser à élargir le droit du sol. Aujourd'hui, certains veulent restreindre le droit du sol. C'est une aberration absolue. D'ailleurs, le droit du sol, qu'il soit à Mayotte ou pas, n'aura aucun impact sur le fait que les gens des Comores veulent aller à Mayotte. C'est pas pour le droit du sol, c'est pas pour... Parce qu'en France, on n'est pas un pays de droit du sol pur. C'est pas parce qu'on est né sur le territoire qu'on est français. Il faut avoir vécu, il y a toute une série de conditions, etc. Donc on a restreint encore ce droit du sol à Mayotte, mais ça ne changera rien en la matière. Le droit du sol, c'est un instrument plus inclusif, bien sûr, que le droit du sang. À l'échelle mondiale, la plupart des pays du monde sont des pays de droit du sang. Tous les pays d'islam, tous les pays asiatiques sont des pays de droit du sang, donc peu accueillants, d'une certaine façon, à la migration, puisque les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, tous les pays d'Amérique latine sont des pays de droit du sol, ce qui est plus inclusif. Valoriser la diversité, lutter contre les discriminations de façon effective, pas fermer les yeux devant ce qu'on appelle en Angleterre le racisme institutionnel, c'est-à-dire pratiqué par les institutions d'autorité. En France, on y va sur la pointe des pieds sur ces sujets-là parce que on veut pas trop mécontenter un certain nombre de syndicats, de métiers d'autorité, si j'ose dire, mais les rapports du défenseur des droits abondent de cas dramatiques d'ailleurs qui mettent en œuvre tout ça. Donc je pense qu'on est très très loin d'une approche constructive, rationnelle, parce que la politique est habitée par l'idée qu'il faut satisfaire le populisme pour ne pas trop leur déplaire, sinon ils vont être au pouvoir. Depuis le temps qu'on essaye de satisfaire, on peut se demander quelle peut être l'efficacité de ce genre de politique, mais c'est pas seulement vrai en France, c'est vrai en Autriche, par exemple, c'est vrai en Allemagne, où ils ont reculé alors qu'ils avaient une politique extrêmement audacieuse d'ouverture du marché du travail, d'ouverture du droit de la nationalité, etc. Et dans d'autres pays, il y a un peu plus de rationalité. En Espagne, ils ont régularisé massivement, par exemple, ça c'est une bonne politique, ou parfois ils annoncent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Comme cas en Italie, Madame Meloni a dit qu'elle fermerait tous les ports pour l'arrivée des migrants. Elle ne peut pas le faire, donc elle a renoncé. Elle a renoncé aussi à faire trier par les Albanais les arrivants d'asile, parce que c'est la justice qui a mis fin à cette velléité, mais c'était un effet d'annonce. En Angleterre, Monsieur Sunak avait fait de cette idée de demander au Rwanda de faire le tri des demandeurs d'asile une politique qui aurait pu intéresser l'Europe entière. Il n'a pas pu, puisque c'était juridiquement impossible. La Cour de justice de l'Union européenne s'était prononcée là-dessus, et le changement de gouvernement a fort heureusement mis fin à ces genres de velléités. Donc toujours, il y a des idées qui sont impossibles, mais on les annonce parce qu'on croit que ça va faire plaisir à l'opinion publique. Et le meilleur, pour moi, c'est le projet de loi Darmanin. 32 mesures ont été annulées par le Conseil constitutionnel alors qu'elles étaient inscrites dans le texte de loi sur lequel ils avaient travaillé pendant plus d'un an, parce qu'elles n'étaient pas applicables constitutionnellement. Donc on lance des choses, on sait très bien que ce ne sera pas possible, mais comme ça, dans l'opinion publique, ça fonctionne. On va supprimer l'aide médicale d'État, on va établir dans certains secteurs la préférence nationale, on va restreindre le droit du sol, enfin, toute une série de mesures qui ne sont pas praticables en réalité juridiquement, mais qui font plaisir à une partie de l'opinion publique. Et les gens ne savent plus très bien si ça a été appliqué ou pas. Et on n'est plus du tout dans une politique rationnelle. Et puis, à l'international, on propose des mesures qui ont 30 ans d'âge, mais qui n'ont aucune efficacité. C'est comme si vous alliez chez le médecin, politique de retour, de développement, de reconduction, et qu'on vous donnait toujours les traitements qui ont 30 ans d'âge et qui n'ont marqué aucune de leur efficacité. Donc voilà un petit peu la réflexion que je nourris, si j'ose dire, en mêlant l'actualité et l'histoire. Et ce qui me frappe sur ces images de l'autre qui sont diffusées depuis 1945, c'est d'une part la très grande stabilité des stéréotypes. Or, la période un peu bénie de l'immigration, parce qu'on en avait vraiment besoin économiquement entre 1945 et 1975, tous les autres stéréotypes de l'entre-deux-guerres ont été recyclés après, surtout avec l'arrivée de l'extrême droite, mais pas seulement. Et la plupart de ces idées, donc aujourd'hui, circulent allègrement, même si certains essayent de les déconstruire. Et on applique à des groupes
les mêmes idées fausses, quels que soient les groupes auxquels on colle ces stéréotypes. C'est-à-dire ce qu'on reproche aujourd'hui aux Maghrébins, par exemple, c'est ce qu'on reprochait hier aux Italiens ou par exemple aux Polonais. Donc on a toujours les mêmes stéréotypes, ceux que je vous ai indiqués, et tout est à prétexte, si je veux dire, même le terrorisme. Le terrorisme, c'était une idée très répandue dans l'entre-deux-guerres et après, à propos des anarcho-syndicalistes, par exemple. C'est pourquoi les Espagnols ont été si mal acceptés, qui venaient de la guerre d'Espagne en 1939. On voyait chez eux des anarcho-syndicalistes dangereux, etc., parmi les républicains. Un certain nombre de terroristes, il faut dire le mot comme il est, italiens, ont tué Sadi Carnot, ont tué aussi... alors Gorgulov, c'était un Russe, il a tué Paul Doumer, un autre, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, etc. Donc il y avait du terrorisme aussi. Et puis les nihilistes russes aussi, ils n'étaient pas acceptés aux États-Unis. Donc les thèmes sont toujours les mêmes, quelles que soient les nationalités qui en sont les auteurs, et on va reproduire... Alors ça, bien sûr, heureusement, il n'y avait pas beaucoup de ces terroristes comme aujourd'hui non plus, mais c'était une image, c'était un aspect. Donc ça permettait de justifier telle ou telle politique. Et aujourd'hui, il y a des quantités d'autres stéréotypes très vieux, pour certains qui ont 150 ans d'âge, qui continuent à circuler. La concurrence sur le marché du travail, il n'y en a pas, il suffit de prendre le métro, on en parlait tout à l'heure, à 6 heures du matin. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Français qui vont prendre les métiers que les gens prennent, qui embauchent à 7 heures du matin, etc. N'existe pas. Le développement, c'est très bien, mais ça n'a aucun impact sur la migration, ça l'accélère. Tout ce que je vous ai dit, ce sont des éléments que l'on colle en permanence et qui subsistent, qui font leur vie et qui prospèrent dans un certain nombre de partis politiques sans qu'il y ait aucune vérité, d'une certaine façon, autour de cela. Alors la migration, elle va se poursuivre pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Elle est structurelle, mais il faut regarder les choses de façon extrêmement posée, si j'ose dire, sans aucun alarmisme, puisque aujourd'hui, ça n'est pas non plus une invasion massive. En France, on a 10,7% d'immigrés, ce qui correspond à la moyenne européenne, donc on n'est pas du tout envahi. Et à l'échelle mondiale, c'est 3,7%. Donc ça n'est pas colossal. Ça ne correspond qu'à 285%, de 285 millions sur 8 milliards d'habitants pour la planète. Voilà. Merci beaucoup.